d'autres raisons qui vous poussent à faire de l'agriculture urbaine. Donc, à la base, le premier point que j'ai listé, c'est pour le plaisir, parce que si on n'a pas plaisir à le faire, c'est un peu dommage, je trouve. Donc, il y en a qui c'est vraiment que pour le plaisir, pour être un passe-temps, pour se divertir. Il y a des raisons écologiques aussi, donc le principe d'une alimentation locale, du zéro déchet, que c'est pas avec des pesticides, qui peut vous intéresser. Donc, on a vraiment le contrôle de notre alimentation à ce moment-là. Il y a aussi le goût. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une tomate qui vient de sortir, qui est en train de pousser sur son plant et vous l'arrachez du plant délicatement et vous la mangez, la croquez. Le goût n'est pas comparable à des tomates qui ont voyagé des milliers de kilomètres. Il y a vraiment plus de saveur, plus de nutriments, moins de pesticides. Il y a que du bonheur. Ensuite, il peut y avoir le bien-être physique et mental. Il y a des études qui ont été sorties là-dessus que les bonnes bactéries dans le sol aideraient pour être un remède anti-stress. Donc, faire du jardinage peut nous aider à ce niveau-là, au niveau de notre santé mentale. Puis au niveau du bien-être physique, bien, le fait de travailler un peu dans la terre, c'est un plus gros potager, bien, utiliser des gros outils, la bêche ou la pelle, des choses comme ça, ça fait toujours travailler tes muscles et ça te fait bouger. Et pour se divertir, je l'ai dit, l'éducation éco-citoyenne, je trouve ça très important d'éduquer les gens autour de nous, nos enfants, des passants qui regardent notre jardin, des proches autour de toi, personnes âgées, tout ça, parce qu'il y en a qui ne réalisent pas qu'on peut faire pousser tel ou tel légume dans notre jardin, puis il y en a qui ne savent pas comment les faire pousser aussi et comment ils poussent. C'est juste d'éduquer, de savoir que les légumes ne poussent pas dans les supermarchés est déjà un grand pas. Ça peut sembler évident pour certains d'entre nous, mais ce ne l'est pas pour d'autres. Donc ça, c'est vraiment important à ce niveau-là. Il y a le lien social que je trouve vraiment important dans les jardins collectifs, par exemple. Hein, tout le monde va jardiner ensemble en règle générale. C'est sûr, la situation actuelle est un peu différente, mais il y a quand même le lien social qui est présent dans les jardins communautaires, qui est un peu comme une grande famille. Et puis, on peut partager des trucs aussi entre jardiniers sans être dans des jardins communautaires. Puis, ça ramène les gens de parler de « Ah, oh, moi, ma tomate, elle a poussé de telle manière. Ah, je peux te donner le truc ou cet engrais-là. » Donc, ça l'aide toujours à ce niveau-là. Il y a aussi le sentiment d'appartenance à ton terrain, à ton appartement ou à cet espace-là que tu es capable de cultiver, que tu es capable de te nourrir de ça. Et on rentre aussi là-dedans avec la sécurité alimentaire. Donc, savoir que dans un mois, ta laitue va être prête à consommer, bien, tu es sûr d'avoir de la laitue dans un mois. Donc, il y a la sécurité alimentaire qui est présente, d'être sûr d'avoir des aliments, peu importe la hausse des prix en magasin. Donc ça peut être des trucs importants. Il peut en avoir plein d'autres. Émilie? Donc, une fois que vous avez décidé de vous faire un jardin sur votre balcon, c'est vraiment important d'essayer de voir si vous avez assez de soleil. Puis, pour faire ça, vous pouvez regarder sur votre balcon, dans votre cour, l'endroit où il y a le plus de soleil, le plus longtemps dans la journée, en gardant en tête que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Si nécessaire, vous pouvez réorganiser l'espace comme si le coin où vous êtes habitué, par exemple, d'avoir votre table pour manger, ben, c'est là qu'il y aurait le plus de soleil. Ben, vous pouvez tasser un peu la table puis installer votre jardin à cet endroit-là. Si jamais vous avez peu de soleil, il y a aussi des plantes qu'on peut utiliser là, qui vont plus à la mi-ombre puis au mi-soleil, comme des laitues, des choses comme ça. On a mis un petit guide là, pour le nombre d'heures de soleil, mais ça reste un guide. Normalement, on dit que si vous avez plus de 6 heures de soleil, vous êtes au soleil, entre 4 et 6 heures à la mi-ombre, puis moins de 4 heures à l'ombre. Par contre, comme j'ai mis plus bas, c'est que entre 10 heures et 14 heures, c'est le soleil le plus fort de la journée. Fait que si vous avez juste 4 heures, mais que c'est dans ces heures-là, vous êtes sûrement mieux que, par exemple, quelqu'un qui aurait 6 heures de soleil, mais de 3 à 9 le soir, par exemple. Donc, c'est tout le temps... faut voir un peu, là. C'est variable, mais
c'est ça. Normalement, si vous avez quand même moins de 4 heures, là, il faut prioriser des légumes qui font plus à l'ombre. Donc, on vous a mis des exemples des légumes, de ce que vous pouvez faire pousser dépendant de combien de soleil que vous avez, là. Si vous avez moins de 4 heures, vous pouvez vous tourner plus vers les pak choy, bok choy, roquettes, laitue, persil, bedakar, plus des légumes feuilles. Si vous êtes à la mi-ombre, mi-soleil, là, c'est plus légumes racines. Encore là, vous pouvez encore utiliser les légumes feuilles, les fines herbes, les choses comme ça fonctionne aussi. Si vous avez vraiment beaucoup de soleil, par contre, là, c'est là que vous pouvez plus avoir les légumes là, qu'on est habitué dans les potagers, là, tomates, aubergines, poivrons, piments, etc. Mais il y a encore plus d'exemples que ça. Là. Vous pouvez aller voir sur Internet. Là, il y a des tableaux à l'infini que vous pouvez trouver là, pour l'information là-dessus. Aux parenthèses, en fait, quand vous achetez vos semis, votre sac de semis, vous avez certaines compagnies mettent l'heure d'ensoleillement proposée ou suggérée pour la plante que vous allez planter, le semis que vous allez faire. Donc, vous avez ça aussi qui peut vous aider. Il y a l'évaluation encore des ressources, mais là, au niveau de l'espace. Donc, ça, on peut maximiser notre espace de notre potager en faisant notre potager en étage, donc ici. Donc, on peut le faire en étage pour maximiser l'espace. Donc, ici, on a un exemple de seulement à peu près 2 pieds carrés, mais on est capable de planter une dizaine de plantes à cet endroit-là. Donc, en utilisant en étage, on maximise la surface. Les jardiniers à la verticale aussi, comme des exemples ici, jardiniers suspendus. Il est aussi possible d'avoir des plantes grimpantes. Donc, des fois, de grimper certaines plantes, ils vont prendre moins d'espace à la base et vont pouvoir aller chercher plus le soleil en hauteur. Donc, c'est un espace comme ça, ça peut être avantageux. Le temps aussi, donc il faut prendre en compte le temps d'entretien par semaine. Donc, on peut penser à peu près 1 heure d'entretien par semaine, mais plus la surface est grande et plus les cultures sont exigeantes, plus il vous voudra allouer du temps à la culture. Donc, on peut être bien excité au début, puis choisir des centaines de plantes parce qu'elles sont belles, ils vont être bonnes et tout ça, mais il faut se calmer un petit peu, pas exagérer, parce qu'autrement, on va avoir beaucoup d'investissements qui vont être mis et on ne va pas avoir des récoltes en fin de saison parce qu'ils vont être tombés en graines, on va les avoir oubliés, on n'a pas le temps de s'en occuper, il peut y avoir des maladies, des choses comme ça. Donc, c'est important de quand même peser sur le frein un peu pour choisir ses plants, puis considérer le temps d'entretien qu'on va avoir à allouer là-dessus. J'ai mis des exemples ici au niveau des espèces qui demandent peu d'entretien, des fois qui peuvent être même utilisées pour les cours d'école, quand l'école n'est pas accessible pendant l'été ou qu'on sait qu'il va y avoir peu de personnes qui vont s'en occuper. Donc, les plantes racines, comme les betteraves, les carottes, les radis et j'en passe, qui peuvent être des plantes qui demandent peu d'entretien. Et il y a aussi les ronces, donc les framboises, les mûres qui en demandent très peu. Donc ça peut être des idées de plantes lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps à allouer. Donc, pour ce qui est du choix des pots, on vous a mis des tailles de pots. Là. Normalement, ce qu'on dit, c'est qu'une profondeur de 30 cm, c'est l'idéal pour un potager. Mais après, si vous avez des plantes qui ont genre un plus petit système racinaire, là, comme des fines herbes, par exemple, que vous pouvez mettre en jardinière, il y a comme les tomates aussi, je pense que vous pouvez mettre en moins profond. Mais on dit que 30 cm, là, vous êtes bien parti. Puis ensuite, pour ce qui est de la largeur, ben, ça dépend, c'est sûr, de ce que vous voulez planter. On a mis un petit diagramme là, à droite là, de à peu près les grosseurs que chaque plante peut prendre. Encore là, pour ce qui est, par exemple, des plantes en haut, là, melon, courge, ça peut grimper, puis vous pouvez vous organiser pour que ça prenne moins d'espace encore. Par contre... C'est bon? Hein? Prochaine diapo? Oui.
Donc, ensuite de ça, une fois qu'on a évalué l'espace, on peut choisir les pots qu'on va prendre. Donc, il existe plusieurs matériaux. Donc, il peut y avoir des matériaux comme en plastique qui vont être très légers, peu coûteux, faciles de faire des trous à l'intérieur. Il va en avoir d'autres qui vont être de la terre cuite. Donc, ça va permettre une bonne aération, ça va permettre que ça respire et de ne pas avoir d'accumulation d'eau. C'est utilisé notamment pour les succulentes qui ont besoin de peu d'eau parce que moindrement qu'il y a trop d'eau, ça entraîne la pourriture des racines. Donc, ça peut entraîner des maladies au niveau de la plante et éventuellement la mort de cette plante-là. Il y a aussi des pots en géotextile. Donc, on a l'exemple ici. Il existe plusieurs compagnies, plusieurs sortes, plusieurs diamètres qui sont très populaires pour l'agriculture urbaine parce qu'ils sont très légers. Ils peuvent se transporter aussi, ils se nettoient facilement et c'est pas permanent. Donc, des fois, c'est la condition pour installer des projets en agriculture urbaine, c'est qu'il ne faut pas que ce soit permanent, il faut qu'on puisse le bouger. Donc, ça peut être une idée. Puis c'est très aéré aussi, donc ça permet un bon développement racinaire des racines. Donc, ça permet qu'ils sont tous à force égale un peu. Ils vont pas manquer d'air. Ensuite, je vous ai montré différents exemples de pots. Donc, ça, ils ont utilisé une passoire, il y a des pots en métal, il y a des pots de cosmétiques, des cannes comme ça. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. L'important, c'est vraiment d'assurer un drainage et une rétention d'eau. Donc, un drainage, on ne veut pas qu'il y ait de l'eau stagnante parce que, comme je l'ai dit plus tôt avec les succulentes, ça peut entraîner la pourriture des racines. Donc, c'est le cas pour les succulentes, mais ça peut être le cas pour d'autres plantes aussi. C'est vraiment une règle en jardinage. C'est mieux de moins arroser que de trop arroser parce que ça peut entraîner aussi des maladies, des choses comme ça. Mais on veut quand même retenir un peu d'eau parce que c'est une des nourritures des plantes. Donc, s'il n'y en a pas assez, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas faire sa photosynthèse et pas grandir. Donc, ça, c'est des points assez importants au niveau du choix de plantes. Voilà. Donc, quand vous êtes rendu avec vos pots, vous pouvez aller acheter votre terreau. Un bon terreau, c'est un terreau qui a une bonne aération puis une bonne rétention d'eau. On a mis quelques matériaux là, qui peuvent acheter de l'aération. Moi, si vous avez un pot de la bonne grosseur, c'est sûr que la roche dans le fond, c'est vraiment pas obligatoire. La vermiculite ajoutée, si vous avez un terreau vraiment lourd, là, vous pouvez ajouter de la vermiculite. Mais j'ai mis mon petit truc en bas, là, que pour la première année, surtout pour les jardiniers débutants, là, le mieux, c'est d'acheter la terre de plantation là, qui se vend. Ça se vend dans toutes les pépinières, les centres jardins, même dans les vieux Provigo là, cette année. Puis dans une bonne terre de plantation, normalement, il y aurait du compost, de la tourbe de sphène ou du peat moss en anglais, puis un peu de terre à jardin. Des fois, il y a aussi un peu d'engrais, de fumier, de mycorhize. Mais normalement, s'il y a ces ingrédients-là, c'est que vous êtes bien parti. Pour les années suivantes, après ça, vous avez juste à rajouter un peu de compost. Là, si vous avez un petit bac, ça peut être juste 2 poignées. Là. On dit environ 10% du volume de terre dans votre pot. Super important, on n'achète pas de terre noire parce que c'est super acide. Puis c'est juste de la terre de remplissage. Il n'y a aucun nutriment là-dedans pour vos plantes. Puis il y a même un risque de brûler vos racines là, si vous en mettez trop. Je veux juste vous reparler du compost, comme quoi moi, c'est vraiment quelque chose que je priorise dans mes jardins parce que ça augmente la vie de votre sol, ça augmente la disponibilité des nutriments pour vos plantes, ça réduit les besoins en engrais. En tout cas, c'est juste, c'est incroyable, le compost. Super! Ouais. Ensuite de ça, je vais vous parler un peu des engrais. Mais si vous avez des questions plus poussées, là, il y a moyen de poser des questions ou qu'on vous envoie vers des références parce que c'est assez compliqué. Mais pour la base, c'est que chaque contenant d'engrais a 3 chiffres dessus. Le premier chiffre, c'est pour la quantité d'azote.
le deuxième pour la quantité de phosphore, puis le troisième pour la quantité de potassium. Si vous voulez acheter un engrais biologique, ce que je vous conseille fortement pour la planète, puis pour la santé de votre sol même, idéalement, c'est qu'il faudrait que chacun de ces chiffres-là soit sous 10. Donc, par exemple, j'ai mis le Actisol là, pour légumes, c'est 4, 6, 8 les chiffres. Si vous voyez des chiffres là, comme le Miracle Grow, je pense qu'ils ont du 20, 20, 20 ou des trucs comme ça. Là, vous savez vraiment que c'est un engrais chimique, puis ça peut être nocif pour les cours d'eau, pour l'environnement, puis même pour votre sol. Voilà. Donc, moi, j'utilise souvent, c'est ça, le fumier de poule, les algues liquides. Sinon, genre, chaque pépinière, maintenant, ils ont leur engrais bio, là. Vous pouvez en trouver à peu près partout maintenant. Parfait. Au niveau de l'arrosage, donc la quatrième étape, c'est une des parties les plus importantes parce que c'est bien beau être super excité, on va mettre un jardin dans un désert, mais s'il n'y a pas d'eau, ça ne marchera pas. Donc, c'est très important quand on installe notre jardin, on est sûr d'avoir une source d'eau près ou au moins accessible d'une certaine manière. Donc, on peut se poser la question si on veut que l'eau provienne de l'aqueduc ou de barils d'eau de pluie. Donc, barils d'eau de pluie, je vous ai montré un exemple ici. Ça, c'est un exemple, mais il en existe plusieurs barils d'eau de pluie. Vous pouvez vous renseigner aussi au niveau de votre quartier éco-citoyen, votre quartier j'ai un blanc. Mais votre quartier éco-citoyen, l'association peut des fois vous en procurer des barils d'eau de pluie à moindre coût. Autrement, et puis il y a toujours moyen d'avoir accès à de l'eau d'aqueduc, donc un robinet qui peut être installé à votre bâtisse. Et puis, vous pouvez soit avoir une arrosoir que vous allez remplir avec cette eau-là, ou utiliser un boyau avec un embout. Et là, les embouts, vous avez des tonnes et des tonnes dans les quincailleries. Il y a un système aussi d'arrosage qui est fort intéressant, qui est le goutte à goutte. Donc, je vous ai montré des exemples. Ici, on a l'exemple qui s'achète dans des magasins spécialisés, donc vraiment des tuyaux avec des trous préalablement faits qui vont être accrochés à une pompe dans un réservoir d'eau. Et ça, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Vous mettez une minuterie. Il faut juste remplir le gros contenant d'eau de temps en temps. Vous mettez une minuterie et ça va tomber goutte à goutte. L'avantage de ça, c'est que ça va pas déborder. Des fois, les pots peuvent être bien, bien, bien remplis et si on rajoute plein d'eau d'un coup, la terre va lessiver de là. Autrement, ça l'aide pour assurer un arrosage constant. Parce que des fois, on arrose bien comme il faut, mais l'eau ne va pas avoir le temps de rentrer en profondeur. Puis l'eau, ce qu'on veut dans un arrosage, c'est que l'eau se rende jusqu'aux racines parce que c'est là que la plante va se nourrir. Donc, on va vraiment absorber l'eau. Donc, autre que ce système-là, acheté en pépinière ou autre magasin spécialisé, il y a des techniques très faciles. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en voyage. Donc, on savait qu'on allait partir pour une semaine. J'ai tout simplement pris des bouteilles d'eau pétillante, je crois, qui avaient été bues par la famille. Je les ai remplies d'eau. J'enlève le couvercle. Et puis, tu vas tenir la bouteille d'eau et le mettre directement dans la terre au niveau des racines. Tu t'assures que ça soit plus ou moins hermétique, donc que la terre va recouvrir le goût de l'eau de la bouteille et que l'eau ne va pas toute se vider en 2 secondes. Donc, tu t'assures que l'eau reste dans la bouteille. Il va y avoir quelques bulles d'air qui vont monter. Et ça s'assure que ça va être un arrosage constant. En fait, avec les rayons du soleil, ça va mettre une pression et ça va entraîner l'eau tranquillement vers le sol. Il y a une autre technique ici, juste avec un pot maçon qu'ils ont mis ici, avec de l'eau dedans. Ils ont mis une corde jusqu'à leur plante. Donc, par capillarité, l'eau va se diriger jusqu'à ta plante. Donc, ça va l'arroser tranquillement aussi.
Il y a d'autres techniques qui peuvent être le fun, qui peuvent être bricolées aussi. C'est le bac autosuffisant qui peut être très pratique. Donc ça, c'est un bac en double fond. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Là, je vous ai mis Alternative, qui est un organisme, une OBNL à Montréal qui offrait des ateliers de création de bacs autosuffisants. Puis c'est très intéressant, très facile à faire avec des matériaux recyclés. Donc le principe, c'est vraiment dans un contenant d'avoir un double fond ce que tu vas pouvoir remplir d'eau par un tuyau. Donc, on a un tuyau de remplissage ici et on a le double fond en bas. On va mettre des trous ici au niveau du double fond aussi pour que quand les plantes vont avoir soif, ils vont pouvoir se diriger vers l'eau pour pouvoir boire. Pas juste quand ils ont soif, mais il va y avoir les racines qui vont vraiment se diriger naturellement vers le sol. Donc, ça entraîne un meilleur enracinement de la plante, en plus d'avoir accès à de l'eau par les racines. Donc, quand on n'a même pas besoin d'arroser par en haut, pas de risque de brûler les feuilles ou des choses comme ça, moins de risque d'évaporation, donc moins de gaspillage d'eau. Et c'est très, très avantageux. Je vous invite à chercher sur Internet là-dessus, bac autosuffisant, bac auto-arrosant ou à double fond. Ça peut vous donner plein de belles informations. Il y a un autre exemple aussi d'une technique très intéressante, c'est, comme je vous ai dit tantôt, les pots de terre cuite. Ils sont très perméables à l'eau, mais on peut en mettre un entre nos plants, nos différents plants. Donc, on a un exemple ici. Et on va le remplir d'eau et on met un couvercle par-dessus. Ça fait en sorte que l'eau va se diffuser tranquillement au niveau des racines, au niveau de la terre. Donc, même principe qu'un goutte à goutte, ça va être très, très lentement la diffusion. Puis, on a des systèmes ici qui peuvent s'acheter aussi en magasin. Là, ça, c'est français, mais j'imagine que l'équivalent au Québec. Donc, voilà. Une petite parenthèse ici Oui. pour... j'ai ajouté l'information dans le chat pour donc, quand vous allez vouloir faire vos choix de plantes... Attends, je pense qu'Amélie voulait parler. Oui. Je pense que tu n'entends pas, Émilie, hein, avec ton micro. Je n'entends pas, Émilie. Ah, là, j'entends. Est-ce que vous m'entendez? OK, je voulais juste faire une petite parenthèse. En fait, j'ai mis le lien de Alternative dans le chat pour les gens qui veulent avoir plus d'informations pour le double fond. Puis, Anne-Marie a parlé d'éco-citoyenneté, mais c'est l'éco-quartier de votre quartier. J'ai mis le lien de l'éco-quartier de Sainte-Marie pour ceux qui restent dans le quartier. C'est celui de SEM. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Super. Merci, Amélie. Ouais, donc pour vos choix de plantes, il y a moyen soit d'acheter vos semis déjà, déjà en petits plants, là, ou sinon de semer vous-même. Donc, pour ceux qui veulent tenter l'expérience à la maison, vous pouvez semer déjà à l'intérieur pendant l'hiver pour ensuite planter vos plantes à l'extérieur. Pour ce qui est des semis à l'intérieur, c'est surtout les plantes tropicales, les plantes qui ont besoin d'une longue période de croissance pour produire des fruits, comme les tomates, les poivrons, aubergines, cerises de terre, etc. Mais il y a aussi cocombes, courges, courgettes, basilic et les autres fines herbes, mais qui peuvent aussi être semées à l'extérieur en début de saison. C'est un peu facultatif, en fait, de semer à l'intérieur, mais ça va amener une production plus rapidement. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a beaucoup de calendriers là, pour les semis, parce que c'est sûr que les tomates puis les cocombes, par exemple, on ne sème pas au même moment. Sinon, avec les cocombes, on va se retrouver avec un plant beaucoup trop gros à l'intérieur, ou les tomates, si on les sème trop tard, on n'aura pas de production de l'été. Parce que le plant ne sera pas venu à maturité avant la fin, avant le début de notre saison, finalement. Après, il y a aussi une question de coût là-dedans. C'est que c'est sûr qu'acheter des graines en sac, ça coûte moins cher que d'acheter des plants déjà semés là, en pépinière, par exemple. Donc, si vous voulez tenter l'aventure, il y a plein de vidéos en ligne là, que vous pouvez regarder pour apprendre comment semer chez vous. Puis pour les calendriers aussi là, de semis, il y en a beaucoup en ligne. Ensuite, pour ce qui est des semis en pleine terre, donc semis en pleine terre, c'est quand
pendant l'été, vous semez directement dans la terre de votre jardin dehors, qu'on ne sème pas à l'intérieur. Ces plantes-là, c'est surtout des plantes qui ont une croissance rapide ou qui sont adaptées au climat nordique. Souvent, les légumes racines sont adaptés au climat nordique, comme les carottes, radis, betteraves, pommes de terre, etc. Puis, sinon, les cucurbitacées comme les concombres, les melons, les courges, tout ça, ça peut être semé à l'extérieur comme à l'intérieur, comme on a vu tantôt. Sinon, il y a les choux, les haricots aussi qui peuvent être semés à l'extérieur. Puis, l'ail qui est vraiment incroyable parce qu'on le sème même à l'automne. On le sème avant l'hiver pour avoir une production pour l'été d'après. Sinon, il y a les fines herbes aussi qui peuvent être semées à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc maintenant, on tombe dans les exemples. Donc, je vous ai fait un assemblage de différents jardins sur lesquels j'ai travaillé avec des amis, des collègues de travail et autres. Donc, ça peut peut-être vous inspirer. Donc, ça, c'est le jardin de Molly. Elle m'avait dit que c'était peu de soleil. C'est son premier jardin, première fois qu'elle est à cet appartement-là. Et puis, elle se demandait qu'est-ce qu'elle pouvait planter. Donc, moi, ce que j'ai conseillé, c'est d'aller dans des cultures plus faciles, des laitues, des fines herbes, des choses comme ça, et de maximiser son espace. Ce qu'elle a fait, elle a utilisé une base de lit simple et avec son père, si je ne me trompe pas, elle a tout patenté ça. Donc, elle a construit tout cet assemblage-là. Donc, elle a fait ce qu'on a vu plus tôt là, au niveau de jardiner en étage, jardiner suspendu, maximiser l'espace aussi. La seule chose que j'ai dit, c'est au niveau des plants de tomates et de poivrons, c'est de les changer de place pour les mettre ici, à la place de, pardon, de séquelles, puisque ces plantes-là, les poivrons et les tomates demandent plus de soleil. Donc, ici, c'est clairement un endroit plus ensoleillé. Donc, juste faire cette petite modification et elle va être en business pour l'été. Mon jardin, j'ai travaillé avec plusieurs techniques. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de soleil. Mon grosse problématique, ce sont les écureuils, d'où pourquoi mon grillage à poules un peu partout. Et moi, je voulais aller vraiment dans la production. Je voulais avoir des aliments un peu tout l'été là-dessus. Donc, on peut voir ici. Puis ici, j'ai les bacs autosuffisants qui ont été faits avec Alternative, justement, à double fond. Je vais avoir des jardinières, que ça, c'est non utilisé de chez mon père, que j'ai installé là, mis en hauteur, donc maximiser l'espace encore, fait en étage un peu. Et puis, mes bacs ici, ça a été créé avec mon père avec des matériaux recyclés. Donc, c'est du bois d'un patio que j'ai utilisé là-dessus. Et puis, bon, j'ai tout mis du grillage à poules autour. Puis moi, des plantations, j'étais allée dans les pots moins profonds. J'étais allée vraiment dans les verdures, les laitues, le kale, la roquette, puis les fines herbes, alors que dans qu'est-ce qui est profond, ici, j'ai mes légumes racines, quelques fleurs mellifères, et à côté, j'ai des tomates et un cocombre ici. Plantes mellifères, petite parenthèse, c'est les fleurs qui vont attirer les pollinisateurs, comme les abeilles, les papillons, donc ceux qui vont nous permettre d'avoir plus de fruits, puisqu'ils vont butiner, donc aller de fleur en fleur. Donc, c'est pour ça qu'on les aime tant. Le jardin de Camille, une collègue de travail qui, elle avait déjà ce grand bac-là. Donc, ça, c'est en deux images, là, mais elle avait déjà ce grand bac-là tout au long de sa clôture. Elle n'avait pas beaucoup de soleil, mais le soleil fort. Donc, on l'a parlé plus tôt, le soleil entre 10 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Donc, ça, c'est très avantageux. Donc, elle a pu mettre des tomates parce qu'elle voulait des tomates et des poivrons. Donc, on peut s'imaginer ici, juste avec le choix qu'on a fait de planter des tomates et des poivrons, on les a mis vraiment à gauche parce que c'est l'endroit où il y avait le plus de soleil. Donc, le reste qui est à droite ici, c'est vraiment plus des fines herbes, des fleurs, des choses comme ça. Puis on a des fleurs aussi qu'on a mis dans les pots, les jardinières accrochées, qui n'ont pas encore germé par contre, mais pour attirer les pollinisateurs, comme j'ai dit plus tôt. On a le jardin d'Émilie, donc un peu le genre de jardinière qu'on a vu tantôt.
Elle, comme vous pouvez le constater, elle a de l'expérience en jardinage. Elle a un soleil par intermittence aussi, donc il se lève à un endroit et puis il va avoir une pause à cause d'un immeuble à côté. Donc, elle a quand même choisi de la variété parce qu'elle s'y connaît, capable ben, elle connaît les besoins de chacune des plantes. Ce que j'aime bien, c'est pour ça que je vous l'ai montré, c'est que c'est en hauteur. Donc, elle a fait le bac de jardinage, mais elle l'a fait en hauteur, ce qui peut être très avantageux pour les personnes qui ont des problèmes de dos, qui ne peuvent pas être accroupis longtemps, penchés, des choses comme ça, ou même les enfants. Donc, au lieu d'être assis, penchés, d'écraser possiblement quelque chose, les mains dans la terre, blablabla, bien, ils peuvent être debout à leur hauteur. Ça peut être plus le fun pour eux, les encourager à plus jardiner, à avoir du plaisir et à moins se salir. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Encore une fois, on est à Montréal, donc on se protège des écureuils avec le filet. Donc voilà, ça termine le tout avec ma gardienne de mes plants. Donc d'autres plants que j'ai utilisés en grimpant dans ma rampe, pardon. Et puis, j'en profite pour vous rappeler qu'on a des jardins avec le Carrefour alimentaire Centre-Sud, des jardins collectifs à la cour d'école de l'école Jean-Baptiste Meyer. Et on va en avoir bientôt dans la rue d'à côté. C'est une énorme superficie, donc on a toujours besoin de participants, mais pas juste besoin, là, mais vous pouvez participer, avoir du plaisir et à la fin de l'été, on se partage les récoltes. Et ma dernière diapo, c'est concernant les références, donc des places qui peuvent vous donner des informations concernant différents sujets abordés aujourd'hui. Donc, il y a les semences. Vous pouvez aller à la fête des semences qui est en février. C'est un peu tard, mais vous pouvez quand même chercher sur votre moteur de recherche fête des semences. Et il va vous sortir plusieurs semenciers qui ont participé à cet endroit-là. Et c'est généralement des semenciers biologiques aussi, donc ça peut être très intéressant pour faire votre choix de semences. Il y a l'espace pour la vie qu'eux vont avoir beaucoup de trucs au niveau de l'agriculture urbaine. Donc, c'est vraiment une bible de référence sur leur site Internet, particulièrement sur le site du Jardin botanique. Il y a Cultive ta ville qui est un site pour inscrire ton jardin. Donc, ils veulent être un site Internet pour tout répertorier les jardins urbains qu'on retrouve sur le territoire québécois. Donc, tu peux y inscrire ton jardin et comme ça, on peut vraiment voir dans tout Montréal et même les villes avoisinantes les superficies de jardins qui s'y trouvent. Sinon, pour des idées, des inspirations, Pinterest, qui est un site Internet avec plein d'idées, plein d'images vraiment visuelles. Tout simplement se promener dans les rues et les ruelles. Moi, je prends énormément de photos à ce sujet-là pour des inspirations. Et puis, il y a un site Internet, une application que j'ai trouvée ce matin, Ephitia. C'est une application où tu peux identifier, connaître, contrôler des maladies, des ravageurs que tu peux avoir dépendamment de la culture. Donc, je n'ai pas eu le temps de t'en regarder, mais ce que j'ai vu était très intéressant parce que tu pouvais comparer avec des images. Et sinon, les crédits photos de FreePic. Donc, voilà. Donc, je pense que ça va être le moment des questions. Amélie? Oui, donc merci beaucoup pour la présentation. Les filles, c'était super clair, bien articulé. Moi, j'ai vraiment aimé voir les différents exemples de jardin. Surtout la personne avec la base de lit, c'est ingénieux. Je trouve qu'on peut utiliser les outils qu'on a des fois à portée de main, juste qu'on n'y pense pas. Mais c'est vrai que Pinterest peut donner des conseils. Je partage aussi dans le groupe dans le chat, le groupe Facebook de notre quartier nourricier. En fait, c'est un groupe de jardiniers, jardinières pour vous partager entre vous-même vos trucs, vos astuces, de vos problèmes. Si vous avez, je sais pas, des bébites qui envahissent vos jardins, donc vous pouvez vous partager des questionnements ou des conseils ou même faire des échanges de semis. Ce serait comme dans mon idéal plus tard. Là, mettons que vous avez trop parti de poivrons, mais vous aimeriez avoir des tomates parce que les vôtres n'ont pas levé. L'année prochaine, ce serait peut-être le fun de faire ça. Donc, ouais, les gens, est-ce que vous avez les participants, vous, avez-vous des questions pour la présentation de Anne-Marie et Émilie? Là, je vois qu'il y a Joma qui a écrit un commentaire disant qu'elle apprécie avoir les ressources accessibles dans le chat. On va pour ceux qui écoutent la vidéo, on va les mettre dans les commentaires aussi, hein, donc ça va être accessible à tous. Puis, merci pour cette excellente présentation. Émilie, elle a partagé son adresse courriel
pour vous inscrire au jardin collectif. Donc, si vous voulez jardiner avec cette charmante demoiselle sur la rue Dufresne ou dans la cour de Jean-Baptiste Meilleur, hein, t'as dit? Ouais. Les deux. Okay. Les deux? OK. Oui. Puis, Nathalie a dit merci, c'était super intéressant. Donc, est-ce que je vois, il n'y a pas vraiment de questions? N'hésitez pas à lever la main ou... Là, je vois Lara qui parle, mais je ne l'entends pas. Est-ce que Lara, tu avais une question? Tu peux ouvrir ton micro. Non? Oui. No silenciar y vea. Ah, ça marche. Atención. Ah, ok, je suis tout ici avec le plein de boutons compliqués. Ok. Non, ma question c'est sur les insectes. J'ai vu qu'il y a des hôtels d'insectes dans les vidéos de YouTube. Si on pouvait recycler les bouchons en liège sous des bouteilles de vin dans un hôtel d'insectes, parce qu'il me semble qu'ils ont été mangés par les écureuils, ou ne sais pas par qui, parce que moi j'utilise l'ombricompost que j'ai fabriqué avec les cocartières aussi, avec Julien, mais à chaque fois que je mets les produits, les composts de l'ombris dans des bacs en plastique ou à l'intérieur, il y a un ton de mouche qui s'appelle la mouche noire, soldat noir, que c'est comme drosophile, mais c'est noir. C'est un tout type différent à la drosophile. Mais elle agit comme la mouche blanche. Elle met les larves sur les feuilles. Alors, dès que je mets un tout type de compost dans la terre, il y a la mouche qui explose. Si c'est à l'intérieur et si c'est un bac en plastique. Par contre, j'ai mis aussi dans un bac qui est direct sur le sol par terre, avec ça, c'est la terre du jardin, la tour en bois, les 10 mètres de terreau de potage. Là, j'ai enrichi aussi avec, j'ai fait la preuve, j'ai mis un type de compost pour voir si on peut manger l'ombre qui sont naturellement dans le sol aide beaucoup à contrôler la population de mouches parce que les plantes n'ont pas été envahies. Ça, on le voit très vite. Il y a une population de mouches avec ces larves qui explosent partout. On les voit dans la maison, dans les feuilles, partout. Okay, alors, Lara, si tu demandes si on a un... Insectes. Pardon? Insectes naturels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les insectes? Okay. Moi, je sais qu'il y a déjà des insectes. Je t'invite à fermer ton micro pour qu'on réponde à ta question, Lara. Donc, pour éliminer les insectes, hein, c'est ça, si je comprends bien. Puis c'est pas la petite mouche à fruits, c'est une autre mouche que tu as. Oui, c'est ça. La mouche que j'ai, c'est la mouche du compost. La mouche zéro. Oui, ça s'appelle mouche noire, soldat noir. Mouche, soldat noir. OK. C'est le nom exact de ce type de mouche qui naît dans le compost. Mais ma question concrète, ça serait comment on peut attirer les insectes bénéfiques. Je sais que la petite, ça s'appelle comment? Mariquita en espagnol, ça s'appelle coccinelle, la coccinelle. Et je sais qu'il y a plein d'insectes qui sont bons, mais qu'on ne les voit pas souvent en ville. Mais en fait, la meilleure manière d'attirer les insectes, c'est de planter des fleurs mellifères, des fleurs indigènes qui habitent chez toi. Donc, encore plus simple que ça, c'est que tu laisses tranquille tes pissenlits, tu les laisses sur ton terrain. C'est une des premières sources de nourriture pour les pollinisateurs quand ils se réveillent de leur hibernation. Donc, les pissenlits, c'est très, très riche en pollen, en nectar, je veux dire, et ça va être une des ressources les plus intéressantes pour les insectes. Oui, donc même avec mes super allergies de pissenlit, je les laisse tranquilles parce que je sais à quel point ils sont adorés par les insectes. Donc ça, c'est un combat de tous les jours avec mon père aussi, mais ça fonctionne. Ça finit par être accepté. Si jamais c'est un problème parce que tu ne veux pas être pollinisé par plein de pissenlits, tu as juste à les couper avant qu'ils se transforment en bubules et qu'il y ait du pollen partout. Donc, tu peux les couper à ce niveau-là. Sinon, du trèfle, planter du trèfle au lieu d'avoir du gazon, ça va faire des belles fleurs, ça va être ça va attirer les pollinisateurs.
tu as le principe des hôtels à insectes aussi qu'on voit un peu partout dans la ville. La seule chose, il y a des études qui ont sorti au cours des dernières années, c'est que naturellement, il ne va pas avoir autant d'espèces d'insectes dans un même espace pour l'habitation. Donc, ça peut entraîner des parasites au niveau des insectes. Donc, le truc important, si tu as un hôtel à insectes qui est très le fun à faire, c'est juste de les nettoyer à chaque année, de changer le matériel. C'est la seule chose à faire, mais sinon, ça peut être une bonne idée pour les attirer, pour qu'ils hibernent toute la nuit, pas toute la nuit, tout l'hiver et que vous les avez au printemps suivant. Je ne sais pas, Émilie, si tu voulais rajouter autre chose. Ouais. Lara, est-ce que les insectes mangent tes plantes ou c'est juste qu'il y a trop d'insectes chez toi? Ok. No, le problème que je vois, c'est que j'ai un petit, si j'ai bien compris ta question, c'est le problème qu'il y a avec les insectes. C'est Oui. qu'ils Est-ce utilisent que les ça mange les plantes? Ah, Est-ce que ça mange tes plantes? oui, c'est ça, oui. Oui, ok. Mes plantes ont été ravagées, mais seulement les plantes qui sont à l'intérieur dans des pots fermés. Ah, pas à l'extérieur. J'ai des pots, les pots qui sont à l'intérieur, les pots en plastique même à l'extérieur. L'insecte qui mange mes plantes, c'est la mouche du compost qui s'installe dans la terre. Ok. Dans le compost que je mélange avec la terre, dès qu'il y a de l'humidex et du compost dans la terre, ça explose toute une population de mouches de compost et elle attaque les plantes. Elle met la larve dans les feuilles des plantes. Est-ce qu'à l'extérieur aussi, ça mange tes plantes? Oui, c'est ça. Mais c'est seulement extérieur, c'est seulement un pot en plastique. Mange toutes les feuilles. Mais toutes les feuilles deviennent blanches. Et après, ça sèche. Alors, je sais que c'est la mouche parce que je mets des petites trappes monochromatiques qui sont jaunes avec de la colle. Et au départ, c'est la mouche noire du compost que je vais coller. Et après, c'est la mouche blanche aussi, que c'est très petite. Et ça, il faut l'éliminer. Je pense qu'il faut trouver des autres insectes qui se nourrissent de cette mouche. C'est ça. Amélie. J'ai comme l'impression que tu as plusieurs problèmes de bébites, en fait, Lara, parce que tu as la mouche du terreau, en principe, elle n'est pas nuisible, elle est juste comme un peu fatigante. Puis ça, tu peux l'attirer avec du vinaigre de cidre de pomme, avec un peu de savon, puis elle va aller se noyer dans ton... Oui, ça aussi. la petite feuille collée. Pour les bébites qui mangent tes feuilles deviennent blanches. Je sais pas. Est-ce que tu as vu des petits, soit des pucerons ou de la cochenille sur tes feuilles? Ou y a-tu... Parce que c'est peut-être ça a l'air des larves, mais c'est peut-être pas des larves, c'est peut-être carrément... Non, je dis que c'est la mouche, la larve de la mouche en lisant sur Internet, mais la mouche blanche ou la mouche noire, je la vois coller à la trappe monochromatique. Okay. Alors, en regardant plus de près la feuille et tout ça, oui, je vois que la mouche blanche, que c'est très, très, très petite. Ça s'envahit très vite. Et au départ, c'est la mouche noire du compost, parce que je l'ai vu dans le compost. Et dès que j'essaie de remuer la terre pour la libérer de son humidex naturel, elle est là, la mouche, elle survole, elle sort. Je me suis dit, bon, c'est le compost que j'ai mis dans la terre, et la mouche est là. Mais ça se reproduit énormément. Je vois des nuages énormes partout. Partout. C'est incroyable. Bon, je ne peux pas planter à l'intérieur parce que ça finit complètement avec les plantes. Et lisant sur Internet, ça explique que la mouche blanche, ça c'est très concret, que la mouche blanche installe la larve ou les œufs dans la feuille de la plante. Alors, ça bouffe toute la sève de la plante et voilà, la plante elle meurt. C'est plat parce qu'au départ, je ne pouvais pas mettre le compost. Alors, je me suis dit, je vais arroser, je vais produire le thé du... Oh, ma pile commence à se finir. J'ai un petit peu de pile seulement. Je me suis dit que je vais faire du thé du compost et je vais arroser avec ça les plantes qui sont en pot en plastique où je ne peux pas contrôler la mouche. Et le compost, ça, je le pensé seulement hier. Il me semble que les plantes qui sont en contact avec le sol,
Et là, j'avais vu déjà des lombris et les autres insectes, comme les mille-pattes, les coléoptères. Là, il me semble que ça mange les larves, que ça mange la mouche. Alors, aujourd'hui, je vais refaire l'essai. D'accord. Donc, tu as déjà trouvé ta solution. J'ai partagé dans le chat aussi l'Espace pour la vie. Il parle de l'allurode, de la mouche blanche, finalement. J'ai trouvé l'information dont tu parlais. Puis, ils disent comment tu peux l'éliminer. Fait que je t'invite à aller voir l'Espace pour la vie. Il y a vraiment plein d'informations que tu vas pouvoir trouver la réponse à tes questions. Et il nous reste 3 minutes à l'atelier. Donc, je voulais voir s'il y avait d'autres gens qui avaient peut-être des questions en lien avec le jardinage sur le balcon ou la recherche de d'autres ressources pour des enjeux que vous vivez à la maison. Il y a quelqu'un aussi qui a demandé c'est où qu'on pouvait acheter l'engrais bio. À la serre, non, on ne vend pas l'engrais parce qu'on n'a pas de permis de vente officiellement, mais c'est le marché solidaire qui en a. Puis si je m'abuse, il en reste encore de l'actisol. Vous m'avez montré dans votre atelier, les filles, mais il y en a aussi, il me semble, au marché solidaire. Je crois que oui, mais je suis vraiment pas sûre au niveau des stocks. Ouais, c'est ça. En principe, il y en a. Vous pouvez aller voir le marché solidaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est à côté de la station Frontenac. On le dit solidaire parce qu'ils achètent un juste prix pour les producteurs, donc les fermiers locaux, et ils le vendent aussi sans intermédiaire, donc un juste prix pour nous aussi, les consommateurs. Puis, vous allez retrouver, c'est tous des produits locaux, en fait. Donc là, on commence à avoir des arrivages de plantes, des verdures, en fait, des carottes, mais il y a aussi des produits style céréales, nachos, etc. Les fraises sont sorties. My God! Je vais aller manger des fraises. Les asperges sont grosses comme ça, c'est les meilleures. Il y a des radis qui ont été poussés sur le toit de Palais des Congrès. Il y avait des pleurotes, des champignons, donc de blanc de gris. Il y a de la crème glacée, des sorbets, pourquoi pas, hein, après un dessert, après un repas de salade fraîche. Là, donc, vous avez tous les choix. Il y avait une autre question pour... le marché solidaire, excusez, il est ouvert de 1h30 à 6h30, je pense, de lundi au jeudi, puis le vendredi, il ferme à 17h30, si je m'abuse. Ouais, mais il ouvre à 11h, je crois. Ça se peut-tu, Émilie? Vous pouvez trouver l'information sur le web, Internet, Facebook, je pense qu'ils ont l'horaire. Mais Émilie, connais-tu l'horaire par cœur? Non? OK. Puis j'avais une autre question par rapport à la bibliothèque de semences, qui était un autre moyen d'avoir accès à des semences gratuites dans le quartier. Là, présentement, on est comme en confinement, donc elle n'est pas accessible. On l'a déconfinée 2 fois en mai. Là, c'est un peu tard pour débuter les semis. L'année prochaine, quand on va déconfiner les organismes communautaires, vous aurez accès à la bibliothèque de semences. Sinon, l'année prochaine. Puis, on vous invite à... C'est comme un croque-livre, en fait. Donc, si vous prenez si vous prenez des semences, on aimerait ça d'en avoir d'autres à l'automne. Donc, quand vous faites vos récoltes, récoltez vos semences pour nourrir la bibliothèque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, le Festival de l'agriculture urbaine s'achève. Il reste 2 jours. Donc, on continue avec... c'est vrai, on va être un peu en retard pour le service conseil horticole avec Émilie. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais mettre le lien immédiatement dans le chat et je vais fermer la rencontre ici, à moins que les filles aient des choses à dire. Merci d'avoir été là. C'était le fun. Ça a été le fun de partager ça avec tout le monde. Merci beaucoup pour la belle présentation. Ça fait plaisir. Merci. Merci tout le monde.